ce pays n'avait littéralement rien à perdre, puisqu'ils avaient virtuellement tout perdu. Donc, c'est ce qui fait que l'histoire est si belle également, c'est que ça sort de nulle part. Bienvenue sur la sauce Bitcoin, le podcast qui interviewe des Bitcoiners francophones des 4 coins du globe. Aujourd'hui, j'ai accueilli Quentin, un nouvel ami. C'est un Bitcoiner français qui habite maintenant sur une île perdue au El Salvador pour prêcher le Bitcoin à la population locale. Nous avons beaucoup de points en commun, car il est également un expatrié qui a quitté son pays d'origine pour voyager et travailler dans le domaine du Bitcoin. Nous discutons des défis et de commencer une nouvelle vie, mais surtout des avantages que cela peut apporter à quelqu'un qui le désire. J'espère que cet épisode vous donnera le goût de visiter la terre du Bitcoin, le El Salvador. Bonne écoute! Avant de commencer, je suis heureux de vous annoncer que la sauce Bitcoin est maintenant sponsorisée par bitrefill.com. Il s'agit de la destination la plus pratique et la plus simple si vous désirez commencer à vivre votre vie avec votre Bitcoin. Choisissez parmi plus de 8000 cartes cadeaux dans plus de 170 pays, payables avec le Bitcoin et le Lightning Network. Utilisez le code LASAUCEBITCOIN pour obtenir 10% de rabais sur votre premier achat à l'ouverture d'un compte. Laissez-moi savoir comment vous appréciez l'expérience. Bienvenue à la sauce Bitcoin et bienvenue à tous les Bitcoiners francophones de la planète. J'ai avec moi un Français, mais qui est un expatrié également. Donc, je pense qu'on va bien s'entendre. Son nom est Quentin et il vit maintenant au El Salvador. Donc, sans attendre, si tu peux te présenter, Quentin, d'où viens-tu, comment tu es devenu Bitcoiner, la base pour commencer. Ok. Salut Massiège, merci pour l'invitation. Donc oui, je m'appelle Quentin, je suis français, je suis en ce moment au Salvador, j'y vis, mais c'est vrai que ça fait disons 1 an et demi que je voyage, donc je suis plutôt nomade. Je ne sais pas si je ferai ma vie au Salvador, mais pour l'instant, c'est ici que je suis. Donc ouais, je pense que je pourrais dire que je suis devenu Bitcoiner en 2018, fin 2018. Après le bear market qui a suivi le bull market en 2017. J'ai commencé à m'intéresser à, à- à Bitcoin et plus que tout à Ethereum et à tous les shitcoins en 2017. Et avec le bear market, j'ai eu le temps de bien comprendre que c'était Bitcoin et rien d'autre. Donc, voilà, ça fait quelques années, je m'intéresse à c'est quoi l'argent, l'inflation, tous ces trucs-là. Et c'est devenu beaucoup plus tangible depuis que je me suis mis à voyager. Et particulièrement depuis que je suis arrivé au Salvador. Super. En fait, je t'ai rencontré sur Twitter quand tu as fait un thread qui explique un peu ton processus de quitter la France. Je pense que tu as Ok. rencontré aussi ta copine au Mexique. Ah ah. Euh, En fait, je suis curieux pour commencer. Pourquoi tu as quitté la France? Est-ce que tu en avais marre? Est-ce que c'était le COVID qui t'a fait partir? C'était quoi ton objectif pour commencer à voyager comme ça? Ouais, c'était un peu de tout ça, c'est-à-dire que je vivais dans une ville où je me sentais pas bien. Avec ma nana, ça se passait pas très bien non plus. J'ai très mal vécu le Covid, les lockdowns, tous ces trucs-là. Ça m'a beaucoup touché de voir que la population était si docile, et particulièrement dans ma famille, mes amis, voir des gens que je considérais un petit peu rebelles, etc., suivre la ligne. Comme ça, je me suis dit, bon, ça va pas en fait. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à partir voyager, mais bon, j'étais en couple, j'avais un appart, j'avais beaucoup d'excuses, disons. J'avais beaucoup d'excuses, et puis du jour au lendemain, en fait, avec ma copine, on s'est séparés. Et je me suis mis j'ai acheté une voiture, je me suis mis à voyager en France, en Belgique, un petit peu en Espagne. Et donc, ça, c'était en octobre 2021. Et donc, j'ai voyagé 3 4 mois comme ça. Et puis, arrivé en février 2022, j'ai dit, OK, en fait, il faut que je parte de France, quoi. C'est le moment, j'ai plus rien. Je suis déjà. J'avais qu'à suivre la lancée, en fait. Et
Donc, du coup, j'ai vendu ma voiture, j'ai pris un billet pour le Mexique et je suis parti. Wow, incroyable. Ouais, Je sais pas si tu as fait des recherches aussi, mais moi aussi, je suis parti du Canada dans le fond. j'ai Aussi vu. parce que j'en avais marre du Canada avec ce qui passait avec le COVID. Puis Mhm. c'est comme ça que j'ai découvert le Mexique. Donc, Excellent. ouais, qu'est-ce que tu as pensé du Mexique en arrivant? T'es arrivé, quelle ville? J'ai Euh, adoré. J'ai adoré le Mexique. Je suis arrivé à Mexico City. Je suis resté une semaine et puis ensuite j'ai fait plus ou moins 5 mois de voyage au Mexique. À la base, je devais partir 6 mois et rentrer en France. Ça fait 1 an et demi. Donc, pour l'instant, je suis pas rentré. Ouais, j'ai voyagé. Je connais mieux le Mexique que la France. C'est assez super. dingue. Ouais. Et donc, j'ai rencontré Sam, qui est aujourd'hui ma nana. Et voilà, on s'est mis à voyager ensemble. On a fait le Guatemala, on est arrivé au Salvador, et puis je suis resté au Salvador. Entre-temps, j'ai fait quelques allers-retours au Mexique. On est parti voyager de nouveau au Mexique. Je suis retourné la voir pour visiter sa famille, etc. Mais maintenant c'est ici qu'on est, au Salvador. Super. Si jamais tu refais un tour au Mexique, dis-moi, on se rencontrera pour une michelada. Volontiers, avec grand plaisir. Et où est-ce que tu vis, si c'est pas indiscret? Euh, pour l'instant, je vis à Querétaro. Je sais Ah pas si, ah, ok. Ouais, mais ouais, ouais, je connais. en janvier, j'ai l'intention de bouger à Mexico City Ok, euh, parce que tout ce qui est Bitcoin, tout ce qui est, ça bouge plus là-bas. Donc, ouais, j'aime être dans le centre de l'action, puis j'aime les grandes villes. ok. Donc, j'ai l'intention de bouger. Querétaro, c'est une belle ville, mais c'est un peu lent comme rythme de vie. C'est calme, ouais. Ouais, ouais. Donc, ouais, n'importe quand tu reviens, Avec on grand se rencontre. plaisir. Volontiers. J'imagine que durant tes voyages, justement, tu as continué à faire, je sais pas si tu travaillais en même temps ou tu étais, Non, tu t'occupais- j'ai dépensé mon argent beaucoup pendant mon voyage. je comprends. Mhm. Donc, j'imagine que le sujet de, OK, te trouver peut-être un emploi bientôt ou commencer à te peser sur ton esprit, c'était Ouais. comment c'était quoi le processus? Euh, donc, j'ai commencé à voyager en février. À partir de septembre, octobre, j'ai commencé à penser qu'il fallait vraiment que je trouve du travail. Et je me suis mis à chercher, j'ai refait un CV, etc. Je voyageais hein, toujours, mais plus lentement, disons, et je prenais le temps de chercher du travail en ligne. Ça a pas tellement fonctionné, j'ai pas trouvé de travail. Euh, j'ai postulé à plusieurs offres, j'ai fait des entretiens, etc. Mais ça a pas pris. Ça a pas pris. Et en fait, à partir de novembre-décembre, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je lance mon propre business, quoi. Donc, j'ai commencé à bosser sur The Bitcoin Backup. Et du coup, en fait, je propose du coaching en ligne pour les gens qui se sentent pas assez technical, qui sont pas assez adeptes de la technologie pour utiliser Bitcoin eux-mêmes, on va dire, et qui recherchent un support, un soutien pour justement acquérir Bitcoin, mettre en place une stratégie long terme pour acquérir Bitcoin, le sécuriser, le sauvegarder, etc., etc. Je comprends. D'ailleurs, ça, c'était mon prochain point. Je vais mettre le lien de ton site, évidemment, OK. dans la description. Donc, j'invite tout le monde à. J'ai pas encore téléchargé. J'ai fait mes recherches trop tard, mais je suis intéressé de voir ce que. Puis, je vois que tu as décomposé ça en trois lignes de sujets principaux. Mhm. Ouais. Donc, comment la stratégie Bitcoin, la stratégie d'achat et la stratégie de sécurité. Donc, pourquoi tu l'as divisé Mhm. de cette manière-là? En fait, je suis parti du principe que la grande, grande, grande majorité des gens ne comprennent pas Bitcoin et ils n'ont pas envie de comprendre Bitcoin comme nous, on le comprend. Ce ne sont pas des geeks, ce ne sont pas des nerds, et ils ont pas cette capacité à faire ses recherches soi-même et à vraiment creuser, etc. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est simple. Réellement, Bitcoin, c'est
en premier lieu le comprendre un petit peu, mais réellement, il ne s'agit pas de le comprendre dans une profondeur énorme. Il s'agit juste de comprendre quels sont ses bénéfices, on va dire. Quels sont ses bénéfices, plus ou moins comment ça fonctionne. Et puis ensuite, il faut de la pratique, il faut de la pratique. Et ça, je le vois au jour le jour où je vis au Salvador. Et donc, du coup, c'est comprendre un petit peu Bitcoin. Et ensuite, les trois axes, c'est acquérir Bitcoin, comment l'acheter. Est-ce que je divulgue des informations personnelles? Est-ce que je l'achète en peer-to-peer? Où est-ce que je l'achète? Où est-ce que je l'acquéris? Comment je le reçois directement? Parce que le but du jeu, c'est de ne pas dépendre sur des plateformes, etc. Et le deuxième axe, ça va être de sécuriser ce Bitcoin. Comment je mets en place une stratégie long terme avec cold storage, etc. Tout ce que pour nous, en fait, c'est super évident. Pour des gens comme mes parents, c'est compliqué. Et en fait, c'est ces gens-là que je veux aider. C'est ces gens-là qui se rendent compte qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas dans le monde, que l'argent ne fonctionne plus, qu'il faut trouver une alternative, sinon la richesse individuelle de chacun va disparaître. Mais entre se rendre compte de ça et trouver les bonnes solutions et les mettre en place, il y a des kilomètres et des kilomètres. Donc en fait, il s'agit de relier ces deux parties pour ces gens qui ne savent pas ce qu'ils font, en fait. Et donc le troisième axe ensuite, c'est de créer un, comment dire, j'ai perdu le mot en français euh, pardon. En anglais, c'est correct aussi. Ouais, ok, je crois que je l'ai perdu en anglais également. Euh, will, un leg. Comment faire en sorte que, Un testament. voilà, c'est ça, merci, un testament. Faire en sorte que tes enfants, ta famille, tes proches aient accès à ton Bitcoin et puissent le récupérer. Parce que c'est joli de faire des stratégies super complexes, mais en fait, le but du jeu, c'est de faire quelque chose de simple et efficace. Donc voilà, ça, c'est un peu c'est ce que je veux proposer à mes clients. Pour l'instant, j'en ai pas encore eu. Et, euh, et je travaille sur d'autres trucs en parallèle, donc j'ai pas assez de temps en ce moment pour m'occuper de toute la partie promotion, faire du marketing sur les réseaux sociaux, etc. J'ai moins de temps, mais j'ai déjà le site qui est prêt, euh, et puis j'ai les connaissances, évidemment. En espérant que ce podcast puisse te trouver ton premier client ou tes premiers clients. Ce serait extraordinaire. Et je te remercie pour parler de ça. Absolument. Puis c'est drôle que tu mentionnes le concept de simplicité parce que moi aussi, dans le temps, j'ai aidé les gens à faire leur sécurité. Et Mhm, souvent, les gens essaient de se faire leur propre système de sécurité. Ils vont séparer le C dans plusieurs morceaux, donc adopter mhm, des pratiques vraiment douteuses. mhm. Puis au bout du compte, comme tu as dit, c'est souvent plus l'erreur humaine qui fait en sorte que des personnes C'est perdent leur clair. Bitcoin qu'un hack Mhm, improbable ou quelqu'un qui te c'est clair. vole. Donc, Mhm. oui, simplicité, je pense que tu as la bonne approche, simplicité, et surtout, évidemment, un testament parce que justement, les gens, ils essaient de faire une chasse au trésor Mhm. avec leur Bitcoin, mais c'est très malheureux si finalement la famille, les enfants, les héritiers réussissent pas à retrouver les Bitcoins. C'est Ah, clair. ça avantage les autres Bitcoiners parce que ça devient plus rare, mais c'est dommage pour. Voilà, c'est ça. C'est jamais perdu dans un sens, parce que si tu le perds, c'est les autres qui gagnent. Donc, C'est vrai. mais bon. Euh, Parlons un peu de El Salvador. Donc, tu as commencé avec le Mexique, Guatemala, sûrement peut-être que tu as Mhm. visité les, euh, les économies circulaires qui se formaient là-bas. T'es-tu allé à Guatemala ou Ouais, je suis allé à Lago Bitcoin. Mhm. Je suis passé sur le lac Lago Atitlan, le lac Atitlan, et c'est magnifique. Honnêtement, c'est un endroit qu'il faut aller voir. Et donc, ouais, je suis allé à Lago Bitcoin, j'ai vu ce qu'ils font, et c'est assez impressionnant. En réalité, il y a une quantité de business là-bas qui acceptent Bitcoin. Et en plus, ils ont tous la petite pancarte et tout, c'est super professionnel. Franchement, ça vaut le coup d'y aller. Ça vaut le coup d'y aller. Et j'ai eu accès à cette espèce de gros moteur de camion qu'ils utilisent pour faire de l'électricité avec
avec de l'huile de l'huile de restaurant, je crois. Ils utilisent usagée, et ils minent du Bitcoin avec ça. Ah ouais, Mhm. c'est vraiment cool. Et tu t'es pas arrêté là-bas, tu t'es arrêté au El Salvador. Ouais, Dans ton thread, je vais mettre le lien aussi pour que les gens puissent aller voir. cool. T'expliques un peu les raisons. C'était un peu Mhm. un changement dans ta vie, donc peut-être tu peux C'est clair. approfondir là-dessus. Ouais, ben en fait, donc je suis arrivé au Salvador pour la première fois en août 2022. Et au départ, j'étais vraiment dubitatif. Il faut savoir que quand j'étais encore en France, en 2021, on entendait parler du Salvador, etc. Et moi, je me disais, bon, c'est cool, hein, ça fait les gros titres, mais ça reste du cours légal, ça reste, on parle de quelque chose de très politique, le gouvernement qui dit, OK, Bitcoin, c'est notre monnaie. Je trouvais que ça collait pas trop avec l'ethos Bitcoin, la philosophie, disons. Et, et puis du coup, je suis arrivé au Salvador, et forcément, en arrivant, j'avais toujours un peu cette petite angoisse de bon, le Salvador, ça se trouve, c'est dangereux, ça se trouve, enfin, voilà, ils en parlent dans les journaux, mais une fois que tu es sur place, c'est un peu différent. Et en fait, on est arrivé, et je me suis senti comme au Mexique, en fait. Même mieux qu'au Mexique d'une certaine façon, parce que le Mexique, ça reste dangereux. Et en fait, je suis arrivé au Salvador, et waouh, rien à voir, rien, pas un problème, pas un problème. Et donc déjà, ça m'a fait kiffer. Je me suis dit, bon, ben, il va falloir que je creuse, en fait. C'est motivant. Donc, première chose que j'ai faite, c'est chercher un meet-up Bitcoin. Et j'en ai trouvé un. Et donc, on est allé à ce meet-up avec Sam. C'était Sam, elle était pas du tout Bitcoiner. Elle était pas du tout elle connaissait pas trop, etc. Donc, on allait à ce meet-up Bitcoin. Et en fait, ce meet-up, il était organisé par Mi Primer Bitcoin, la euh, ONG euh, qui fait de l'éducation au Bitcoin au Salvador. Donc, on a rencontré toute l'équipe, super intéressant. Et je me suis dit, en fait, waouh, ça, c'est la raison pour laquelle je suis là, en fait. Je cherchais ça. Je cherchais ce mouvement grassroots, euh, ce mouvement qui ne dépend pas du gouvernement, qui est là, en fait, pour éduquer euh, les individus. Et donc, on a voyagé au Salvador, sa mère partie au Mexique, moi je suis resté au Salvador pour voyager un petit peu plus. On a fait quelques allers-retours entre le Mexique et le Salvador jusqu'au mois de décembre. Et je suis retourné au Mexique, j'ai commencé à bosser sur mon business, beaucoup, j'ai passé beaucoup de temps à plancher là-dessus. Et au mois de mars, John, le fondateur de Mi Primer Bitcoin, m'a appelé, et il me dit voilà, est-ce que tu veux venir vivre sur une île déserte, enfin pas sur une île déserte, mais sur une île tropicale, à faire de l'éducation Bitcoin. Et alors moi, comme j'étais déjà venu sur cette île en décembre, parce que Mi Primer Bitcoin avait fait un diplôme Bitcoin sur l'île, j'avais assisté à ce diplôme en tant que vérificateur. Et donc, je savais que cette île, elle est très isolée, c'est pauvre, c'est petit, il y a pas grand-chose sur cette île. Donc, au départ, je lui ai dit, voilà, alors moi, je suis en train de bosser sur mon business, voilà, c'était mitigé, quoi. Et, et en fait, je me suis rendu compte que tout ça, c'était des excuses, et que réellement, j'avais pas envie d'y aller parce que ça me faisait peur, quoi. J'avais réellement cette crainte de qu'est-ce que je vais faire en fait là-bas. Je vais m'occuper, je vais avoir cette responsabilité de, de, de m'occuper d'enseigner Bitcoin sur une île petite, pauvre et isolée. Et donc, en fait, je l'ai rappelé et je lui ai dit, OK, feu, on y va, c'est parti. Et donc, un mois après, je suis arrivé sur l'île. Je suis arrivé le 1er mai. Et maintenant, ça fait quasi 3 mois qu'on est là. Ça fait quasi 3 mois qu'on est là. Et c'est assez dingue ce qui se passe ici, en fait. On est financé par Bitcoin Beach.
Et donc c'est un projet joint entre Bitcoin Beach et Mi Primer Bitcoin. Et on fait des très belles choses, en fait. C'est assez dingue. La communauté est super, super ouverte. Ça a pas été faci c'est pas facile tous les jours, c'est beaucoup de travail, mais on fait plein de petits projets, super intéressants, dont un en particulier qui est l'organisation d'un festival, le dimanche 6 août. Donc le 6 août, on va faire un festival à la Piraya, c'est le nom de l'île, et on est en train de l'organiser, c'est dans un peu moins de 3 semaines. Et donc en fait, ça va être un festival Bitcoin only. On va avoir tous les business qui vont vendre leurs produits en Bitcoin. Et on va essayer de faire en sorte que un maximum de touristes, et en particulier de la sphère Bitcoin au Salvador, viennent à voir c'est quoi cette île en fait. Parce que c'est magnifique ici. Le seul truc, c'est que c'est une île qui a été habitée pendant 40 ans. Ça fait 40 ans qu'elle est habitée, cette île. Et ce sont des gens qui sont arrivés ici il y a 40 ans pour fuir la guerre. Et donc, il n'y a pas d'aide du gouvernement, c'est très compliqué. Nous, on essaye de coopérer avec le gouvernement local, mais la mairie, etc., c'est compliqué. Donc, en fait, ils sont vraiment isolés financièrement et géographiquement. Donc, en fait, ils ne se soucient pas tellement du tourisme. Il y a un petit côté, c'est peine perdue. Donc nous, en fait, on est là pour dire, regardez, c'est magnifique ici. On va vous montrer que le touriste, il peut venir si vous faites l'effort. Et si vous faites l'effort, le touriste, il va venir le jour du festival et il va consommer en Bitcoin. Et vous, vous allez recevoir des nouvelles, euh, des nouvelles venues de ressources. Donc voilà, ça c'est le projet. Super. Il y a combien de personnes sur l'île, juste par curiosité? Euh, il y a plus ou moins 400-450 familles. Donc, selon les estimations, il y aurait entre 1500 et 2000 personnes sur Ok, l'île. c'est vraiment petit. C'est tout petit. C'est tout petit. C'est ouais, c'est tout petit. C'est Tu uniquement connais le, accessible en. tu connais le village après un mois, tout le monde te Voilà, connaît. c'est ça. Je connais pas encore le nom de tout le monde, ce serait te mentir, mais parfois je suis assez fier de moi parce que j'ai tendance à dire oh, je me rappelle pas des prénoms, etc. Ici, je connais pas mal de gens. Pardon, je t'ai coupé, je pense que tu allais dire comment s'y rendre dans le fond. En fait, ouais, l'île est vraiment isolée. Tu ne peux venir qu'en lancha, en fait. C'est des espèces de petits bateaux type Zodiac, mais avec coque rigide. Et c'est la seule façon de venir sur l'île. Et sur l'île, il n'y a pas de voiture, il y a des motos et des chevaux. Mhm. Et c'est à combien de temps de C'est, San c'est, Salvador? c'est pas très loin de la côte. C'est une vingtaine de minutes. Ah, de San Salvador, pardon. De San Salvador, ça va être 3 heures. 3 heures à peu près. 3 heures. C'est dans l'est, c'est dans le sud-est du pays. Mhm. Je suis curieux comment vous avez justement convaincu la population locale. Je sais que les autres projets comme Bitcoin Jungle, Bitcoin Beach, Mhm. ce qu'ils proposaient au départ, c'est de dire, dans le fond, vous pouvez accepter Bitcoin, mais inquiétez-vous pas, si à la fin de la journée, vous voulez recevoir, euh, j'ai oublié le nom, pesos ou colones. Ah non, au Salvador, c'est le dollar. Ah, Pardon. ah, ouais. Si vous voulez recevoir l'équivalent en dollars, on ne prend pas de frais, on vous Mhm. achète vos bitcoins sans problème. Et c'est peu à peu que les gens, après avoir reçu du bitcoin grâce au tourisme ou grâce à de nouvelles personnes qui achètent, peut-être une journée, ils se sont dit, je vais Mhm. garder 20%, je vais garder 30%, 40%. Ouais. Donc, est-ce que c'est un peu la même stratégie ou... Euh, alors, ici, on a une contrainte en plus, c'est que, enfin, comment dire, Mi Primer Bitcoin, c'est une petite organisation qui fait de l'éducation Bitcoin. Et en l'occurrence, ce projet joint, c'est moi qui le dirige avec des fonds en Bitcoin. Et si je veux changer ces fonds pour des dollars, je dois plus ou moins le faire de ma poche, en fait. C'est-à-dire que je devrais ou échanger directement les bitcoins de mon budget euh, au,
à l'automate Chivo et récupérer des dollars, ou bien moi tirer des dollars et les échanger pour des bitcoins. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut faire très souvent ou dans des quantités très élevées. Donc, en fait, on a tout intérêt à développer cette économie circulaire Bitcoin en expliquant aux gens qu'on peut peut-être leur changer un petit peu de dollars, mais on va pas leur changer tous leurs dollars. Et donc, en fait, notre objectif, il est double. C'est de faire en sorte que les business de l'île acceptent Bitcoin et de faire en sorte que les fournisseurs des business de l'île acceptent Bitcoin également. Comme ça, il y a un hop en plus qui est inclus dans l'économie circulaire. Donc, le port où les gens de l'île arrivent en bateau, on y travaille également en dehors de l'île pour qu'ils acceptent Bitcoin, pour que les commerces de l'île arrivent au port et puissent utiliser Bitcoin. Alors, c'est pas tout le monde qui le fait, mais par exemple, il y a quelques semaines, je suis allé voir une personne qui tient un petit business. Ici, les gens revendent la plupart du temps. Ils achètent dans les grandes boutiques, ils le font livrer sur l'île et ensuite ils le revendent un petit peu plus cher. Il y a pas beaucoup de production sur l'île. Et donc, du coup, cette personne, elle avait, comme j'y allais beaucoup, j'y allais dépenser mes bitcoins là-bas pour lui donner une raison d'accepter Bitcoin. Et pour moi, c'était ma façon de vivre également. Donc, je dépensais mes bitcoins dans sa boutique. Et au bout de quelques temps, elle me dit, voilà, j'ai pas mal d'argent dans mon wallet. Comment est-ce que je fais pour le transformer en dollars? Et je lui dis, qu'est-ce que vous voulez faire avec les dollars? Il me dit, bah, je vais aller payer ma dette à mon fournisseur. Donc, j'ai demandé qui était le fournisseur. Ah, il est au port. OK. Je suis allé au port. Et donc, je suis allé voir ce fournisseur parce qu'entre-temps, je me suis rendu compte que ce fournisseur, en fait, était le fournisseur de la plupart des boutiques sur l'île. Et donc, je suis allé voir ce fournisseur et je lui ai demandé s'il acceptait Bitcoin. Je lui ai expliqué que, bon, en fait, ses clients eux-mêmes acceptaient Bitcoin et que le tourisme allait grimper grâce à Bitcoin. Donc, en fait, si lui, il acceptait Bitcoin, il serait gagnant. Et donc, il a accepté Bitcoin. Je l'ai dit à la personne de la boutique. Et une semaine plus tard, elle est revenue me voir et m'a dit, voilà, j'ai pu dépenser mes Bitcoins et payer ma dette en Bitcoin. Et j'étais assez content parce qu'en fait, c'est vraiment ça qu'on cherche à faire. C'est pas juste avoir un hop où il y a juste une personne qui accepte Bitcoin et qui le change pour des dollars. Sinon qu'en fait, qu'on puisse chacun recevoir et dépenser Bitcoin sans passer par le dollar. Super. Puis réalistiquement parlant, combien de personnes tu t'attends à recevoir au festival? Comment tu essaies de promouvoir l'événement? Parmi qui? Parmi des contacts, j'imagine, de Imprimer Bitcoin, Mhm. Bitcoin Beach. Ouais, c'est la partie un petit peu compliquée. Le but du jeu, c'est d'avoir des gens de la sphère Bitcoin. Donc, on va essayer on essaye de contacter des Bitcoiners du Salvador, qui soient touristes internationaux ou locaux, donc à San Salvador et à El Sante. Et on essaye d'inviter également des gens du Salvador qui soient Bitcoiners ou non. Donc, c'est deux axes de communication qui sont un petit peu différents. Et donc, on a mis en place un service de bus qui va partir de El Sonte et de San Salvador. Et donc, on est en train de communiquer, on va dire, en forme de bouche à oreille, disons. Chacun contacte ses propres contacts en essayant que ça se diffuse dans El Sonte et dans San Salvador pour qu'ils achètent un petit billet pour le bus et qu'ils viennent au festival. En termes de quantité de personnes, en termes de combien de personnes, je ne saurais pas dire parce qu'en fait, on n'a aucun feedback en termes de metrics. Pour l'instant, je ne sais pas. Moi, je m'occupe de toute l'organisation sur place avec tous mes collègues de mes premiers Bitcoin. On est en train de bosser sur la partie communication, transport, etc. pour que les gens viennent parce que
on n'est pas à El Sonte, on n'est pas à San Salvador. Donc, c'est un effort supplémentaire pour faire venir les gens. Il faut qu'ils prennent soit la voiture, soit notre bus jusqu'au port et ensuite prendre un petit bateau 20 minutes. Donc, ça représente un effort. Donc, voilà, on essaye de les contacter individu par individu. Et pour l'instant, on ne sait pas trop. Si on arrive à faire venir une cinquantaine de personnes de El Sonte et de San Salvador de la sphère Bitcoin, ce serait une réussite. En plus de ceux qui vont venir des îles voisines, de l'île où on est, et du Salvador. Je vais envoyer le poster après notre appel parce que je travaille à Bitterfield. Je ne sais pas si OK. tu connais Oui, Bitterfield. je connais. Euh, et, J'utilise Bitrefill. Ok, super. Puis on a plusieurs personnes qui travaillent là-bas, évidemment, parce que sachant que c'est le pays du Bitcoin, c'est un bon endroit pour tester des nouvelles théories et tout. Donc, je vais m'assurer de leur envoyer le poster comme ça. Je Merci. pense pour qu'ils fassent l'effort. Je pense que sûrement qu'ils seraient dans de le faire. Donc, Ce serait extraordinaire. Parce que je pense qu'on va passer un bon moment. Ça va être une petite journée tranquille en mode family friendly. On va avoir un tournoi de football playa, parce qu'en gros, le sport national ici, c'est le football de plage. Et l'équipe de la Piraya est partie jouer en Italie en 2022 et à une compétition qui s'appelle World Winners Cup. Et en gros, c'est le mondial de football playa. Ils sont arrivés deuxième. wow. Donc, ouais, vraiment, c'est assez intéressant et ça vaut le coup d'être vu. C'est vraiment impressionnant. Et donc, on va avoir un tournoi de football playa, on va avoir de la musique, on va avoir de la danse, on va avoir des petites activités sur la plage, des activités euh, dans le stade. Et puis, on va avoir les stands de bouffe, stands de nourriture et de boissons, d'artisanat, etc. Donc, ça va être fun. Cool. Si je serais au El Salvador, je viendrais, mais c'est un peu trop dernière minute. Mais Ouais, j'imagine. prochaine fois. Euh, Peut-être d'un point de vue technique, c'est quel le wallet que vous utilisez, que vous dites aux gens, à la population d'utiliser? Alors, je vais être très honnête, on utilise Blink. On utilise Blink parce que au départ, si on veut que les gens utilisent Bitcoin, leur fonction d'avoir des stable sats est vraiment intéressante. Et également, il faut savoir que les gens ici perdent leur téléphone. C'est-à-dire que les gens utilisent le bateau, ils utilisent le téléphone, mais ce n'est pas un outil indispensable dans leur vie. Donc, en fait, ils peuvent le casser, ils peuvent le perdre. Ça ne représente pas une perte gigantesque, disons, en termes de ce que ça leur représente. Et donc, en fait, euh, il vaut mieux qu'ils aient quelque chose qui soit custodial euh, parce qu'en fait, ils vont perdre accès à leurs fonds autrement. Et ça, c'est la réalité ici. Maintenant, moi, ce que je fais quand je donne des classes de Bitcoin, je me focus énormément là-dessus, sur la différence entre custodial et non-custodial, en leur expliquant qu'en fait, s'ils ont un wallet custodial, ils ont un compte en banque. En fait. Ils n'ont pas le Bitcoin. J'essaye de faire ça vraiment très, 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 très clair afin qu'ils puissent comprendre c'est quoi Bitcoin et pourquoi on veut aller vers du non-custodial. Mais c'est vrai qu'au départ, pour l'instant en tout cas, la première marche de l'escalier, c'est de passer par un wallet custodial. Ce avec quoi je n'aurais jamais été d'accord auparavant. En arrivant ici, je me suis rendu compte que c'est comme ça en fait. C'est compliqué de faire autrement. Ouais, ben, je pense qu'il ne faut pas être trop gêné justement de la réalité des choses, la Mhm. réalité des personnes qui est complètement différente des Américains qui sont peut-être plus tech-friendly, Mhm. qui ont du temps à investir là-dedans parce que récemment sur Twitter, là, il y a eu beaucoup de débats. Là, par exemple, Peter McCormack qui a dit que en Argentine, les gens utilisaient plus les stablecoins que le Bitcoin. Ah oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et, c'est Don't kill the messenger, donc
le messager, mais c'est un peu la réalité. C'est que oui, on a nos ethos Bitcoiners maximalistes à fond, Mhm. mais il faut considérer la part des choses quand on est vraiment sur le terrain. Donc, c'est C'est facile vrai, d'être sur Twitter, de son chez-soi, quelque part au Texas, puis de critiquer, alors c'est que clair, c'est clair. ceux qui font les vrais efforts comme toi, ben, ils voient ce qui se passe pour de vrai. Donc, Exactement. je pense pas que tu Mhm. devrais être gêné. Je sais que tu avais comme malheureusement et tout, mais bon, Ouais. selon moi, tu fais du bon travail. Donc, il y a pas. Mhm. C'est cool. euh, je ne sais pas ce que tu en penses de tout ça, là. Ouais, ouais, bah non, je suis assez d'accord avec toi. En fait, c'est comme ça, c'est la réalité. Mhm, Et on espère que ça change. Je pense que ça met en lumière également l'idée que bah, il faut que le non-custodial devienne plus simple. Mais en réalité, je pense que on peut pas faire plus simple en matière de souveraineté personnelle. C'est-à-dire que si tu veux avoir tes propres clés, si tu veux gérer ton argent, c'est c'est une responsabilité. On peut pas vraiment le faire beaucoup plus simple. mhm, Si t'es pas prêt à avoir les clés de ton coffre-fort digital, c'est ce que je leur dis. En fait, si t'es pas prêt à être la seule personne en charge de ton argent, et ben en fait, on pourra pas le faire plus facile pour toi. Sinon, la seule solution, c'est de remettre ces clés à quelqu'un d'autre. mhm. Et qu'est-ce que tu penses? Peut-être tu as suivi Phoenix, le wallet Phoenix et Mutiny qui vise à justement rendre le Lightning moins custodial et vraiment plus facile. Est-ce que tu as Mhm. suivi un peu ou? Alors moi, j'utilise Phoenix. Je l'utilisais pas. Je sais pas pourquoi je l'ai pas découvert plus tôt. Mais depuis que je l'ai découvert, je me suis dit, OK, en fait, c'est ça qu'il me faut. Et c'est super simple d'utilisation. Il y a très peu de frais. Enfin, l'ouverture des channels, etc., se fait automatiquement. Enfin, c'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment agréable. Euh, pour quelqu'un qui avait essayé de faire tourner son propre nœud Lightning, à ouvrir les canaux, gérer la liquidité, etc., honnêtement, j'ai trouvé ça compliqué et pas forcément hyper. Après, ça, c'est vraiment mon expérience professionnelle, personnelle. Mais quand j'ai essayé de faire tourner mon propre nœud Lightning, je me suis un petit peu arraché les cheveux et je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup en fait? Mais plus largement, je me suis dit, c'est que c'est une difficulté supplémentaire. Si tu veux utiliser Bitcoin comme du cash électronique et qu'il te faut de la liquidité, qu'il faut que tu la gères toi-même, etc., ça, c'est un degré de complexité additionnel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si tu veux utiliser Lightning, il va falloir que tu utilises un truc custodial. Donc ça, j'aimais pas au départ. Et quand j'ai découvert Phoenix, je me suis dit, OK, là c'est pas mal. Là, le trade-off, il est meilleur, en fait. Mhm, super. Pour les gens fous comme toi là, qui veulent déménager sur une île déserte, est-ce que vous avez des postes qui cherchent de l'aide? Comment ça fonctionne? Sur quelle base? C'est du bénévolat ou tu reçois, tu te fais compenser d'une certaine façon pour des gens qui seraient Euh, intéressés à. alors, dans le cas de Mi Primer Bitcoin, je sais pas si en ce moment ils cherchent, mais quand ils cherchent des professeurs de Bitcoin. Ils ont des gens pour enseigner Bitcoin à la population. Euh, Ils cherchent quasi exclusivement des locaux. Et dans mon cas, ils ont fait une exception parce que c'était un projet un petit peu particulier où en fait ils couplaient éducation avec économie circulaire sur une île où il fallait y vivre. Euh, donc c'est moi qu'ils ont appelé parce qu'on s'était déjà rencontrés. Je pense que je leur ai plu et ils ont dit OK, bon ben, on va avec lui. J'imagine que tu Euh, parles parfaitement espagnol aussi. ouais, ouais. Ouais. Super. D'ailleurs, je me rends compte dans cette interview que parler français maintenant me coûte. C'est que ça, c'est moins les mots me viennent moins facilement maintenant que ça fait Ah, un an et demi que je parle espagnol. non, je comprends. Mhm. Donc, non, en termes de poste, Mi Primer Bitcoin, je sais pas, il faudrait rentrer en contact directement avec Mi Primer Bitcoin, leur envoyer un email. Et puis sinon, je pense que particulièrement au Salvador, en tout cas dans mon cas et de comment je le vis, on est sur du proof of work.
Il faut que tu viennes, il faut que tu voyages, il faut que tu rencontres, et puis les contacts se feront, le réseau se fera, et puis la magie opérera comme ça. Et est-ce que c'est sur une base bénévole ou tu te fais compenser d'une certaine manière? Ah non, je suis payé, je suis payé. Ah, ok, Mhm, super. mhm. Ok, donc, c'est pas si pire se faire payer à enseigner Bitcoin sur Non, LinkedIn. c'est top, c'est top. Le travail est pas facile. La vie non plus n'est pas facile sur l'île, mais l'expérience est géniale. Et ce que j'apprends, en fait, je le fais pour l'argent d'une certaine manière, mais je le fais vraiment pour l'expérience personnelle que ça me donne. Et c'est assez incroyable, en fait. Je m'y attendais pas du tout, en fait, de vivre sur une île comme ça et de gérer tant de projets divers et variés et avoir mon propre budget, me gérer moi-même, gérer des équipes, gérer un projet, organiser un festival. J'avais jamais fait tout ça. Et en fait, je Super. me rends compte que c'est pas si difficile. Il suffit juste d'y croire. Et quand tu ne peux rien faire d'autre que d'y croire, parce qu'en fait, tu es sur place et qu'il n'y a pas d'alternative, ben en fait, les choses se font, que Il tu le faut, veuilles ou non. faut juste avoir un peu de couilles. Voilà, très bien dit. Il suffit Puis, d'avoir un petit peu de couilles. Voilà. tes parents en pensent quoi, ou tes proches en France, ils en disent quoi maintenant de tout ça? Est-ce qu'ils sont Ben, venus te visiter déjà ou non, alors oui, mon père est venu au Mexique au mois de novembre. On a passé 2 semaines au Mexique ensemble. Et c'était avant de commencer cette mission au Salvador. Mais non, mais mes amis, ma famille, ils ont confiance, ils savent que si je fais quelque chose, je le fais parce que ça me plaît. Et donc voilà, on communique pas beaucoup parce que ça fait un moment que je suis parti et qu'il faut prendre le temps de communiquer avec ses proches et je le fais pas toujours. Mais, euh, mais non, je pense ils sont heureux et puis ils savent que tout baigne pour moi, donc c'est cool. Mhm. Pour des personnes qui écoutent, puis justement, il leur manque un peu de motivation pour partir, là, c'est quoi ton conseil? Euh, Mon conseil, ce serait de pas chercher à tout plaquer et partir, de faire ça de manière, comme on dit, au moins en France, on dit s'arracher en fait. Ça, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Il faut se laisser guider en faisant des petits pas. Et, et si le petit pas, c'est de dire, OK, ben, je pars 2 semaines, je me fais un budget de 2 semaines et pendant 2 semaines, je pars en vacances en fait. Il y a rien je me ferme pas la porte derrière en laissant les clés à l'intérieur. L'idée, c'est de partir voyager. Le Salvador, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est pas une terre d'accueil. Enfin, je veux dire, c'est pas la terre promise, quoi. Ça reste un pays d'Amérique centrale, relativement pauvre, en développement. Et donc, du coup, ça nécessite, comme tu l'as très bien dit, une paire de couilles. Et c'est pas pour tout le monde. Mais c'est OK. C'est OK. Et ça peut être très intéressant de venir voyager, de se rendre compte qu'en fait, bah, ça nous plaît pas ou ça nous plaît. Et puis ensuite, basé là-dessus, sur la réalité sur le terrain, de prendre une nouvelle décision. Et une nouvelle décision. Il ne s'agit pas de dire, OK, je pars vivre au Salvador. Et puis en fait, tu arrives, tu ouvres la porte et tu dis, je suis où? Non, il faut le faire petit à petit. Il faut le faire petit à petit. C'est bon, ça. C'est un bon conseil. Moi j'aurais dit le contraire. J'aurais dit achète ton billet d'avion, pars, mais Bah, en fait, je pense parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, par exemple, qui sont jeunes, qui hésitent. Puis c'est sûr que si t'as une famille, si t'as une maison, puis tout, t'as plus de contraintes. Mais si mhm, t'es jeune, puis t'as un travail déjà que. Si en plus t'as déjà un travail en ligne que tu peux te permettre de bien partir. sûr. Puis je le vois parmi mes amis, des fois, là, je devrais-tu partir quelques mois? Ben oui, acheter un billet, Bien, vas-y. évidemment. En Euh, fait, il y a beaucoup de peurs qui s'accumulent avant le voyage et avant même de penser le voyage. C'est-à-dire que moi, je me rappelle en 2021, quand je vivais encore je vivais dans mon appart, j'avais une nana, j'avais des chats, j'avais des contraintes, j'avais des excuses, etc. Je me disais, je vais partir à l'autre bout du monde. Et en fait, bah, entre 0 et 1, c'est pas possible, en fait. Tu peux pas juste faire ça.
À partir du moment où en fait, le chemin s'est dégagé au fur et à mesure, j'ai pris de l'élan et puis il y a un moment effectivement, il faut sauter, il faut prendre le billet d'avion comme tu dis, tu vois? Il y a un moment, il faut monter dans l'avion et dire, «Je pars». Mais entre temps, peut-être commencer par dégager la vue et avoir, une meilleure vision et visibilité sur, où aller, combien de temps, pourquoi faire et cetera. Écouter la sauce Bitcoin pour apprendre Voilà, des experts. exactement. Mmh mh. Je vais pas trop te retenir. C'est un vendredi soir aujourd'hui, donc peut-être tu peux terminer. Ou je sais pas, je voulais pas terminer si tu as encore des trucs à dire, mais c'est quoi tes plans pour la suite? Est-ce qu'il y a une finalité dans ce contrat, dans ce projet? Est-ce que tu as déjà quelque chose en vue pour la suite? Comment tu vois la- Hem, le futur? pour l'instant, donc ça fait 3 mois qu'on est là. Il me reste entre 2 et 3 mois, sur l'île. Ensuite, je pense qu'on va rester pour, Adopting Bitcoin, la conférence, à San Salvador et ensuite, je sais pas. On va voir. Là, c'est vrai que depuis que je suis parti, la visibilité est beaucoup plus à court terme, disons. Mais en même temps, c'est ce qui fait que c'est excitant, c'est ce qui fait que les décisions, qu'on prend, ont des conséquences positives, en fait. Si j'ai un seul conseil à donner à ceux qui veulent partir voyager, moi, c'est un truc que j'ai fait parce que j'étais, très anxieux au sujet de mon sac à dos. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon sac à dos? Qu'est-ce que je vais partir, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais pas prendre? De quoi j'ai besoin? Et cetera. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la première chose qu'on va mettre dans notre sac à dos ou dans notre liste pour notre sac à dos, c'est toutes nos peurs. Toute notre anxiété, elle va dans le sac à dos. Donc en fait, on va prendre ceci au cas où, au cas où, au cas où, heu et je vais prendre un réchaud et je vais prendre OK. Et alors en fait, ce que j'ai fait en suivant un article, que j'ai trouvé sur internet, c'est que je me suis efforcé de me faire un sac à dos de 5 kilos. Donc je me suis fait un fichier Excel et j'ai pesé tous les items que je voulais emmener. Et puis quand j'ai vu que ça faisait, 14 ou 15 kilos, j'ai dit: «Bon, bah, il s'agit d'enlever, enlever, enlever», jusqu'à arriver à 5 kilos. Donc il a fallu que j'achète un sac à dos qui pesait 900 grammes, ce qui est vraiment pas beaucoup. Heu, Ensuite il a fallu que j'achète, tel et tel item, que j'enlève, 7 t-shirts. Donc je suis parti avec 3 t-shirts, je suis parti avec 4 caleçons, et cetera, jusqu'à arriver à 5 kilos. Et une fois que tu arrives à 5 kilos, là, enfin, tu peux, faire l'expérience, de la liberté, finalement. Parce que tu es si léger. Tu es si léger et s'il faut que tu fasses une machine, paf, tu prends un lavabo, tu te fais ta petite machine avec ton savon, tu as 3 t-shirts, c'est rien et ça te rend super indépendant. C'est assez incroyable. Je l'ai fait. Après, au fur et à mesure, mon sac à dos, il s'est rechargé avec des nouveaux items que j'ai achetés et cetera. Mais c'est le conseil que j'ai à donner à ceux qui veulent partir voyager. C'est réussir à poser un chiffre, 5, 7, 8, 10, peu importe, et dire: «Mon sac à dos ne pèsera pas plus de tant de kilos». Et Et c'est un super défi et c'est super intéressant. super conseil. Je suis d'accord. Il y a pas longtemps, je suis parti en Europe, puis j'ai fait la très grande erreur d'avoir une valise Ouh, dans la soute à bagages. Je l'ai complètement regretté. Plus jamais. l'enfer. Mmh. Euh, Est-ce que tu comptes ton hardware wallet dans le poids du sac à dos ou ça, c'est à part, c'est correct? Je suis pas parti ah si, 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 si. Alors je suis pas parti directement avec mon hardware wallet, mais mon père justement quand il est arrivé, il me l'a amené. Il me l'a amené. Mmh. Cool. En fait, j'avais une autre question qui est un peu plus lourde euh, que j'aurais dû poser plus tôt. Comme ça, on Mmh aurait mh. fini sur une note plus euh, euh, sympathique. Mais bon, je dois la poser parce que Mmh. il y a beaucoup de
discussion au niveau de la politique au El Salvador. Est-ce Mmh. que Bukele, c'est un dictateur? Est-ce que c'est quelqu'un qui bafoue les droits de l'homme et tout? Et évidemment, moi, je suis déjà allé au El Salvador, puis j'ai eu j'ai eu le même feeling que toi, dans le fond, que c'était Mmh. très peaceful, pas nécessairement besoin de regarder au-dessus de son épaule. C'est sûr qu'au Mexique, Exactement. c'est un peu Mmh. plus le cas, donc j'ai apprécié ça. Évidemment, si tu demandes à la population locale, des gens un peu moins fortunés, eux, ils vont être très contents de la situation politique, mais si tu demandes à certaines personnes qui, par exemple, sont plus éduquées ou euh, qui ont tu sais, un esprit plus critique d'un point de vue politique, ben eux, ils vont peser le pour et le contre avec le fait que Mmh. vraiment, Mmh. euh, Bukele peut employer des tactiques qui sont considérées comme moins démocratiques. Mmh. Peut-être ton opinion là-dessus. Hem, donc évidemment, j'avais une opinion, sur le sujet avant de venir au Salvador, qui a un petit peu changé depuis que je suis arrivé. En fait, je pense que tu as assez bien résumé la situation. C'est-à-dire que, heu, pour, les 90 de la population, en fait, c'est juste extraordinaire ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans la peur constante, de mourir, réellement. C'est-à-dire que l'activité des gangs, je rentrerai pas trop dans les détails de tout ce qu'on m'a raconté, mais c'est horrible. En fait, c'est ce qu'ils ont vécu, c'était horrible. Hem, Avant ça, c'était la guerre, et dans tous les cas, c'était, corruption du gouvernement, vivre dans la misère, et cetera, et cetera. Donc en fait, ça fait 2 3 ans que les gens, renaissent littéralement. Heu, Encore aujourd'hui, sur cette île, ça ne se sent pas trop, mais dans une ville comme San Miguel, par exemple, qui est une grande ville, heu, passé une certaine heure, les gens ferment les portes, les gens sont à l'intérieur, les fenêtres sont pas ouvertes, c'est-à-dire que tu ne peux même pas voir, enfin c'est tout est fermé, en fait, et les moments où quelqu'un, dans la rue, interagit avec quelqu'un dans sa maison, c'est à travers, la le grillage de la porte. Ils n'ouvrent pas, voilà. Donc ça, c'est en train de changer petit à petit, heu, mais en termes sociaux, c'était, tragique, en fait, c'était horrible. Donc pour eux, ce qui se passe, c'est juste, splendide. Effectivement, la question, c'est est-ce que la fin justifie les moyens? Heu, pour l'instant, j'aurais tendance à dire que oui, c'est plutôt bien ce qui se passe. Effectivement, moi, le gouvernement, je suis pas très pro gouvernement, je serais même plutôt, de l'autre bord. Heu, mais quand tu vois ce qui se passe au Salvador, ce qui se passait au Salvador, ça nécessitait, une action forte. Parce que finalement, ce qu'on reproche au gouvernement dans les pays occidentaux, c'est ce que les gangs, faisaient aux individus. C'est-à-dire que c'était, des taxes, c'était, enfin de manière beaucoup plus sanglante et moins organisée, mais c'était plus ou moins la même chose. C'était, tout le monde était taxé, et puis, si tu n'obtempérais pas, on te tuait. Donc ils faisaient la loi, c'est ce que j'essaye de dire, en fait. C'est que, c'était une forme de gouvernement, par la terreur, heu, qu'il fallait renverser. Alors ça a été renversé, par un gouvernement, très fort, celui de Bukele, avec, beaucoup de moyens, on va dire, mis en place, pour traiter ce problème, et pour l'instant, ça a été super efficace. Honnêtement, vu l'ampleur de ce qui a été mis en place, que ça ait pas, débordé, sur les côtés, on va dire, heu, c'est que pour moi, c'est que ça a été plutôt bien exécuté. Maintenant, est-ce que Bukele, c'est un dictateur? Est-ce que, ça va être un dictateur? Est-ce que les gens vont, fermer les yeux et continuer à le réélire jusqu'à ce qu'il soit, plus réélu et qu'il soit juste, en place? Je sais pas, c'est là, on parle du futur, et je sais pas. Mais je pense qu'effectivement, faut rester très critique, hein. C'est pas parce que, Bukele, c'est un bitcoiner et
qui fait des choses qui nous plaisent à nous en tant que bitcoiners qu'il faut fermer les yeux. Maintenant, à l'inverse, il ne faut pas non plus juger sans vivre la réalité. Parce que beaucoup de choses qu'on voit sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, c'est finalement c'est inspiré de publications par les médias occidentaux qui forcément cherchent à, à rabaisser Boukele parce que en fait, il suit plus trop la ligne directive que eux ils ont. Et puis quand tu es sur place, tu te rends compte que ce qu'il fait, c'est quand même pas mal. Ça fonctionne. Après, le temps le dira. Le temps le dira si c'est un dictateur ou pas. Mais honnêtement, avec les informations qu'on a aujourd'hui, moi je dirais que non, c'est absolument pas un dictateur. Super. Je suis d'accord avec toi avec le point des médias extérieurs occidentaux. Tout à coup, ils s'intéressent vraiment aux jeunes Exactement. du El Salvador, alors qu'avant, c'était un sujet qui était aucunement mentionné. Mhm. On dirait qu'il y a des raisons dans- Et évidemment, en il y a, arrière. il y a un agenda qui vient diriger toutes ces choses-là. Donc, si on parle autant du Salvador, c'est que le Salvador fait des vagues. Et je pense que dans ces cas-là, il faut réussir à lire entre les lignes et voir ce qui se passe réellement ici. Et ce qui se passe réellement ici, c'est que on a un dirigeant qui est en train de libérer son pays. Après, on va voir si ça dure et si le pays peut se libérer lui-même et croître lui-même avec ou sans ce dirigeant. Ça, ce sera la question. Mhm. Je pense que c'est un peu le dilemme que beaucoup de pays d'Amérique latine ont. Donc, d'un énorme potentiel, que ce soit d'un point de vue de ressources, tourisme, Mhm, culture, juste les populations sont relativement jeunes, mais le problème de la violence reste un mhm, grand problème au Mexique. C'est une réalité. Le problème avec le Mexique, c'est extrêmement grand. Donc, mhm. ça serait bien plus difficile de faire ce genre d'opération et C'est clair. de mettre tout le monde en prison parce que c'est rendu à d'autres sphères de pouvoir. Les cartels Mhm, sont bien plus puissants que mhm, n'importe quelle gang qu'il y avait au El Salvador. Donc, ça reste à voir, mais bon, continuons à vivre ici, à essayer d'améliorer les choses à notre façon. Puis, mhm. moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, je pense que c'est assez réaliste. Et puis finalement, il faut aussi se rendre compte que la domination, elle est monétaire, en fait. Et c'est ce qui fait que tous ces pays restent dans la pauvreté. Et c'est ce qui fait également qu'il y a autant de gangs et d'activités criminelles profondément ancrées dans la politique ou liées avec cette politique, avec les gouvernements, etc. Tout ça, c'est contrôlé d'une certaine manière. Comment dire, il y a un intérêt à ce que ça reste comme ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que le Salvador fait tant de vagues, c'est que c'est qu'il y a une vraie opportunité pour ce pays de devenir souverain. Et pour un si petit pays, euh, c'est un énorme challenge, mais en même temps, d'une certaine manière, ils n'ont rien à perdre. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont fait Bitcoin cours légal, c'est que ce pays n'avait littéralement rien à perdre, puisqu'ils avaient virtuellement tout perdu. Donc, c'est ce qui fait que l'histoire est si belle également, c'est que ça sort de nulle part. Ça donne espoir Mhm. pour bien des choses. Bon, ça a bien terminé. C'était une question Ouais. courte, mais je pense que ça en a fait un bon tour. Mhm. Je ne sais pas si c'était un dernier mot, quelque chose que j'ai oublié, quoi que ce soit, une quote de quelqu'un qui t'inspire, peu importe, un mot de la fin. Euh, je dirais que il faut aller visiter les communautés Bitcoin. J'aimerais en visiter plus moi-même, mais c'est super important. Enfin, par exemple, j'étais beaucoup sur Twitter, de manière invisible, je lisais beaucoup, j'interagissais peu et je me sentais très, très isolé d'une certaine manière. Je me disais, bon, Bitcoin, c'est dans ma tête un peu. Tu vois, j'avais pas ce lien avec la réalité. Et c'est vrai que quand je suis arrivé d'abord au Guatemala, à Lago Bitcoin et ensuite au Salvador, je me suis rendu compte que vraiment, c'est là,
c'est présent, c'est la réalité, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est nous. C'est nous qui faisons que ça avance. Donc, il faut aller chercher ce lien avec la réalité parce que Bitcoin, ça peut être très virtuel, ça peut être très sur Twitter, dans la tête, dans les livres, etc. Mais il faut aller chercher ce contact. Il faut aller chercher ces endroits où tu peux vivre avec Bitcoin, où tu peux aller dépenser tes Bitcoins, etc. Parce que c'est à partir de ce moment-là que tu te rends compte que c'est déjà là, en fait. C'est le présent, c'est maintenant. Donc, il faut en profiter, rien que pour l'ego, en fait, pour dans 20 ans dire ouais, ben, en 2022, 2023, j'étais là. Cool. Ben, parfait. C'était très beau mot de la fin. Donc, merci Quentin. C'était un plaisir de t'avoir sur la sauce Bitcoin, Merci à toi, Massiège. C'était un vrai, vrai plaisir. Et puis, je serais très content qu'on se revoie au Mexique quand je remonte. évidemment. Oh, El Salvador bientôt. Je pense que je vais venir à la conférence Adopting Bitcoin. Ah, excellent. Ben, Donc, on se je verra là-bas. vais rester un peu plus de temps pour visiter l'île aussi. Ok, super.